Transaction refusée. Paiement du loyer. Fonds insuffisants. Je ai regardé fixement mon application bancaire, solde nul. Hier, je avais des économies, aujourd'hui, je étais fauché. Puis, une autre notification a retenti, Instagram. Ma mère venait de publier une vidéo. Je ai cliqué dessus, et ils étaient là mes parents, Jean-Pierre et Monique, entrechoquant des verres de champagne dans une suite de luxe à Monaco. La légende disait, nous vivons notre meilleure vie. Ils ne ont pas manqué ma remise de diplôme universitaire à cause d'une urgence. Ils la ont manqué parce qu'ils étaient trop occupés à gaspiller 22 000 € qu'ils me avaient volés. Avant que je ne vous dise exactement comment ils ont volé 22 000 € sans pirater un seul mot de passe, et le piège que je ai tendu pour garantir qu'ils ne dépensent plus jamais un seul centime, laissez un commentaire pour me dire de où vous regardez. Si vous avez déjà dû payer le prix pour avoir fait confiance à votre famille, abonnez-vous. Vous avez besoin de entendre cela. Je suis analyste de risque. Toute ma carrière est bâtie sur la prédiction de mauvais résultats et leur prévention. Je peux repérer un virement bancaire frauduleux depuis un autre continent. Je peux auditer le grand livre d'une entreprise et trouver une erreur de virgule décimale qui cache 1 million d'euros. Mais la plus grande menace dans ma vie ne était pas un algorithme caché ou un pirate informatique de l'ombre. Cela était deux personnes nommées Jean-Pierre et Monique. Et le outil qu'ils ont utilisé pour me dépouiller ne était pas un logiciel malveillant, cela était un formulaire que je ai signé quand je avais 18 ans. Cela se appelle être un utilisateur autorisé. Il y a 8 ans, juste avant que je ne parte pour l'université, mes parents me ont fait asseoir. Ils semblaient si inquiets, si aimants. Ils ont dit, Élodie, et si tu te retrouvais bloqué? Et s'il y avait une urgence? Inscris-nous sur ton compte juste au cas où nous aurions besoin de te aider. Je leur ai fait confiance. Je pensais qu'ils étaient mon filet de sécurité. Je n'avais pas réalisé que je leur remettais les clés de mon cercueil financier. Pendant 8 ans, cette carte est restée inactive jusqu'à aujourd'hui. Je ai fait défiler l'historique des transactions sur mon téléphone, mon estomac se nouant. Les frais ne étaient pas petits, ils étaient agressifs. 370 € pour un soin au spa, 550 € dans un restaurant de viande, 1850 € pour des billets de catégorie supérieure pour un spectacle de magie. Ils ne avaient pas seulement utilisé ma carte, ils avaient atteint le plafond de crédit. 22 000 € en moins de 48 heures. Cela représentait chaque centime de crédit que je possédais. Cela était mon apport pour mon avenir. Je ai composé le numéro de mon père. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une fureur froide et montante. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Je pouvais entendre le tintement des machines à sous et le murmure d'une foule en arrière-plan. Jean-Pierre, ai-je dit. Je n'ai pas dit papa. Tu as vidé ma carte de crédit. Tu as atteint le plafond. Je attendais un déni. Je attendais un mouvement de panique. Peut-être un mensonge sur la façon dont la carte avait été volée. Au lieu de cela, je le ai entendu rire. Cela était un son gras et lourd, comme s'il avait déjà pris quelques verres. Élodie, détends-toi, a-t-il dit, sa voix bafouillant légèrement. Nous célébrons. Ta mère et moi ne avons pas eu de vacances depuis 10 ans. Ne sois pas si dramatique. Nous te rembourserons quand nous décrocherons le gros lot. Vous avez dépensé 22 000 €, ai-je dit, ma voix tremblante. Cela est un vol. Cela est un crime. Ce n'est pas un vol si nos noms sont sur la carte, ma chérie. La voix de ma mère est intervenue. Elle devait être penchée sur son épaule. De plus, vois cela comme un rappel de salaire. Nous te avons élevé. Nous te avons nourri. Nous te avons logé pendant 18 ans. Tu nous dois un peu de plaisir. Je ai fixé le téléphone. Un rappel de salaire? Il me facturait ma propre enfance. Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne les ai pas coupés de ma vie il y a des années. Pourquoi ai-je gardé cette carte active? Cela est ce que les psychologues appellent le sophisme du coût irrécupérable des liens du sang. Cela est la même logique qui retient un joueur devant une machine à sous. Vous y avez mis tellement de amour, tellement de patience, tellement de espoir que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas partir parce que si vous le faites, vous perdez tout ce que vous avez investi. Vous continuez à tirer le levier, espérant que cette fois ils seront enfin les parents que vous méritez. Vous vous dites que leur amour ne est que à un tour de machine.
but en regardant ce relevé bancaire, en voyant la preuve de leur gloutonnerie alors que je me tenais dans une toque et une robe de diplômé loué avec un avis de expulsion imminent, l'illusion se est enfin brisée. Je n'étais pas leur fille. Je étais leur plan de retraite. Je étais un véhicule de investissement. Ils étaient enfin en train de encaisser. Je ai besoin que cet argent me soit rendu, ai-je dit, ma voix se stabilisant maintenant. Ou je vais à la police. Oh, grandis un peu, a lancé Jean-Pierre, le rire ayant disparu. Nous n'avons pas de argent liquide. Nous manquons de liquidité en ce moment. Mais nous avons une solution. Arrête de pleurer sur ta note de crédit et écoute. Nous avons un moyen de arranger cela. Mais tu vas devoir faire exactement ce que nous disons. Quelle solution? Ai-je demandé. L'air dans la pièce semblait rare, comme si tout l'oxygène avait été aspiré. Ta grand-mère, a dit Jean-Pierre. Elle possède une montagne de argent dans ce fonds fiduciaire. Des millions, Élodie. Et elle est à peine lucide la moitié du temps. Cela attend simplement que l'État se en empare quand elle passera l'arme à gauche. Grand-mère est en soins palliatifs, ai-je dit, ma voix glaciale. Elle est mourante. Exactement. A interrompu Monique, sa voix enjouée, comme si elle suggérait un nouveau restaurant. Elle ne en aura plus besoin pour longtemps. Mais voici le problème, elle est têtue. Elle ne veut pas nous donner un centime. Elle pense que nous sommes irresponsables. Peux-tu croire cela? Mais elle t'aime, Élodie. Tu es la petite fille en or. Celle qui est allée à l'université, celle qui a le poste brillant en entreprise. Viens en au fait, ai-je dit. Le fait est, a dit Jean-Pierre, son ton devenant tranchant, elle t'écoutera. Nous avons besoin que tu ailles la voir. Pleure un peu. Dis-lui que tu as trouvé une maison et une jolie petite maison avec une barrière blanche mais qu'il te manque l'apport initial. Dis-lui que tu as besoin de 46 000 €. Elle signera le chèque à ton nom. Tu le encaisses, tu nous transfères l'argent, et nous remboursons ta carte de crédit. Nous gardons le reste comme commission d'intermédiaire. Tout le monde y gagne. Je ai senti la bile monter dans ma gorge. Ils ne étaient pas seulement des voleurs, ils étaient des vautours tournant autour d'une femme mourante. Ils voulaient que je regarde ma grand-mère dans les yeux, la femme qui me glissait des billets de 20 € pour des livres quand mes parents prétendaient être fauchés et que je lui mente sur son lit de mort. Non, ai-je dit. Je ne vais pas escroquer une femme mourante pour financer votre dépendance au jeu. Trouvez un autre moyen de me rembourser. Il n'y a pas d'autre moyen. A crié Jean-Pierre, la façade se fissurant. Nous n'avons pas l'argent, Élodie. Il a disparu. Les casinos, l'hôtel, les dîners, tout est dépensé. Nous sommes à sec. Alors vends la voiture, ai-je rétorqué. Vends le bateau que tu ne as pas utilisé depuis 3 ans. Je n'en ai rien à faire. Réparez cela. Tu ne écoutes pas, a-t-il dit, sa voix descendant vers un registre bas et menaçant. Si nous ne payons pas cette facture de ici la fin du mois, sais-tu ce qui arrive à ta note de crédit? Elle se effondre. Elle chute comme une pierre. Et que arrive-t-il à une analyste de risque senior avec un impayé à son dossier? Que se passe-t-il quand ton entreprise effectue sa vérification annuelle des antécédents et voit que tu ne peux même pas gérer tes propres dettes? Je me suis figé. Il savait. Il savait exactement comment mon industrie fonctionnait. Dans le monde de l'évaluation des risques de la haute finance, la responsabilité financière personnelle est un motif de licenciement. Si je semblais être un risque de crédit, je devenais un risque de sécurité. Tu perds ton travail, a dit doucement Monique. Tu perds ton appartement. Tu perds cette nouvelle vie luxueuse pour laquelle tu te crois tellement supérieur à nous. À moins que tu ne nous aides. Cela ne était pas une demande. Cela était une prise d'otage. Il tenait toute ma carrière sous la menace de une arme, le doigt sur la gâchette, souriant comme s'il me faisait une faveur. Alors cela est le marché? Ai-je demandé, ma voix dénuée de émotion. Je aide à voler grand-mère ou vous ruinez ma vie? Nous t'aidons à sauver ta vie, a corrigé Jean-Pierre. Réfléchis-y. Nous serons à Paris dimanche. Nous pourrons avoir un bon dîner de famille. Revoir les détails et nous assurer que ton histoire tient la route avant que tu ne la voies. Ne sois pas stupide, Élodie. La famille est de la famille.
La ligne a été coupée. Je ai abaissé le téléphone. Je ne l'ai pas crié. Je ne l'ai pas jeté contre le mur. Je suis allé jusqu'à mon bureau, je ai ouvert mon ordinateur portable et je ai consulté à nouveau mon relevé bancaire. Solde négatif, transaction en attente. Les chiffres me fixaient, rouge et colérique. Ils pensaient me avoir coincé. Ils pensaient que je étais la jeune fille effrayée de 18 ans qui voulait simplement leur approbation. Ils ont oublié ce que je fais pour gagner ma vie. Je évalue les menaces. Je calcule l'exposition. Et quand je trouve une menace qui ne peut pas être atténuée, je la élimine. Je n'allais pas les laisser me ruiner, et je n'allais pas les laisser toucher à ma grand-mère. Je ai pris mon téléphone et je ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. Cela a sonné une fois, 2 fois, 3 fois. Maître Beaumont, a répondu une voix bourrue. Monsieur Beaumont, ai-je dit. Ici Élodie. Nous devons parler de mes parents, et nous devons parler du fonds fiduciaire de ma grand-mère. Je ai rappelé Jean-Pierre 10 minutes plus tard. Ma voix ne tremblait plus. Elle était monocorde, vidée, la voix d'une fille qui avait enfin été brisée. D'accord, ai-je dit. Je le ferai, mais je ne y vais pas à l'aveugle. Nous devons nous voir pour dîner. Je dois savoir exactement quoi lui dire. Mot pour mot. Si je rate cela, nous perdons tous. Cela est ma fille. A ronronné Jean-Pierre. La suffisance dans sa voix me donnait la chair de poule. Je savais que tu retrouverais tes esprits. Nous serons à Paris dimanche. Je ai réservé une salle privée au caveau. Steak et vin. Nous célébrerons notre avenir. Il pensait avoir gagné. Il pensait me avoir intimidé pour me soumettre. Il ne réalisait pas qu'il venait de fixer la date de sa propre mise en accusation. Je ai raccroché et je ai conduit directement au bureau de Monsieur Beaumont. Beaumont ne était pas un avocat d'entreprise sophistiqué avec un bureau de verre. Il était un avocat spécialisé dans les successions qui travaillait dans un immeuble de l'époque haussmannienne qui sentait le vieux papier et le tabac de pipe. Il gérait les affaires de ma grand-mère depuis 30 ans. Il me a regardé par-dessus ses lunettes, son visage marqué par de profondes rides d'inquiétude. « Ils veulent que tu fasses quoi » a-t-il demandé, sa voix basse et dangereuse. « Ils veulent que je la piège, ai-je dit. Ils veulent que je lui dise que je achète une maison pour qu'elle signe un chèque de versement. Ils vont prendre l'argent pour rembourser leurs dettes et garder le reste, et ils ont menacé de détruire ma carrière si je ne les aide pas. » Beaumont se est levé et a marché jusqu'à la fenêtre. Quand il se est retourné, il ne me regardait pas comme un avocat, il me regardait comme un procureur. « Élodie, il y a quelque chose que tu dois savoir, » a-t-il dit. Je ne suis pas seulement l'exécuteur de la succession. Il y a 2 mois, quand la santé de ta grand-mère a décliné, le tribunal me a nommé tuteur ad litem. Sais-tu ce que cela signifie? Je ai secoué la tête. Cela signifie que je suis légalement responsable de la protéger contre l'exploitation, a-t-il dit. Cela signifie aussi que je suis un dénonciateur obligatoire. Si je possède des preuves crédibles que quelqu'un complote pour abuser financièrement d'une personne âgée vulnérable, je n'ai pas seulement l'option d'appeler la police. Je suis tenu par la loi fédérale de le faire. Je n'ai pas encore de preuves, ai-je dit. Juste un appel téléphonique. Cela est leur parole contre la mienne. Alors nous allons obtenir les preuves, a dit Beaumont. Il a ouvert le tiroir de son bureau et en a sorti un enregistreur numérique, puis a hésité. Non, cela est trop risqué. S'ils trouvent un micro, ils le détruiront. Nous avons besoin de quelque chose qu'ils ne peuvent pas briser. Je ai une meilleure idée, ai-je dit. Je ai sorti mon téléphone et mes écouteurs AirPods Pro. Je lui ai montré les réglages. Mode transparence, ai-je expliqué. Cela utilise les microphones à l'extérieur des écouteurs pour amplifier le son dans la pièce afin que le porteur puisse entendre, mais cela transmet aussi cet audio au téléphone. Si je suis en communication, la personne à l'autre bout entend tout ce qui se passe dans la pièce aussi clairement que moi. Et l'enregistrement? A demandé Beaumont. Je ne le enregistrerai pas sur le téléphone, ai-je dit. Je vais mettre en place une diffusion en direct vers un serveur informatique sécurisé. Au moment où l'audio est capturé, il est téléchargé instantanément. Même s'il fracasse le téléphone, même s'il le jette dans la rivière, le fichier existe dès que cela se produit.
Beaumont a hoché la tête lentement. Un sourire sombre a effleuré ses lèvres. Je serai à l'autre bout de cet appel, Élodie. Je écouterai. À la seconde même où ils confirmeront leur intention de la frauder ou de nuire à ses soins, je interviendrai et je ferai se abattre sur eux tout le poids de l'État. Le dimanche soir est arrivé. Je me suis habillé avec soin, un chemisier modeste, les cheveux lâchés. Je devais ressembler à la fille sage et obéissante. Je devais ressembler à la victime qu'il voulait que je sois. Je ai placé l'écouteur gauche dans mon oreille et je ai laissé mes cheveux retomber dessus, dissimulant complètement le plastique blanc. Je ai tapoté l'écran. Synchronisation cloud active. Appel connecté. Monsieur Beaumont? Je suis là, a chuchoté la voix de Beaumont dans mon oreille, d'une clarté cristalline. Je écoute. Allez-y. Je ai pris une inspiration, je ai lissé ma jupe et je suis entré au caveau. La salle à manger privée du caveau sentait le cuir vieilli et l'huile de truffe. Cela était une boîte de verre insonorisée conçue pour les accords secrets et les affaires illicites. Ce soir, cela était la scène d'une confession. Jean-Pierre était assis en bout de table, parcourant la carte des vins comme un roi surveillant son domaine. Il a commandé une bouteille de Cabernet qui coûtait plus cher que ma première voiture. Monique était occupée à ajuster ses boucles d'oreilles en diamant dans le reflet de sa cuillère. Il semblait à l'aise. Il ressemblait à des gens qui se en étaient sortis. Je ai pris place. L'écouteur dans mon oreille gauche vrombissait d'un léger parasite, le son de la respiration de maître Beaumont à l'autre bout de la ligne. Je suis désolé, ai-je dit. Les mots avaient un goût de cendre. Je ai surréagi à propos de la carte de crédit. Je étais simplement stressé par le travail. Vous avez raison. La famille est de la famille. Jean-Pierre a refermé la carte avec force et a souri. Cela était le sourire d'un prédateur qui voit sa proie exposer sa gorge. Je savais que tu changerais d'avis, Élodie, a-t-il dit, tendant le bras au-dessus de la table pour tapoter ma main. Sa paume était moite. Tu es une fille intelligente. Tu sais comment le monde fonctionne. Tu nous rends service, nous gardons ton petit secret pour ton patron. Exactement, a ajouté Monique. Nous faisons cela pour toi, vraiment. Pour protéger ton avenir. Je ai versé le vin. Ma main ne a pas tremblé. Je ai regardé le liquide rouge sombre remplir leur verre, pensant au poison que je allais leur servir. Il existe une agonie particulière à simuler la soumission envers les gens qui vous maltraitent. Ce n'est pas seulement mentir, cela est une contorsion physique. Vous devez vous rapetisser. Vous devez adoucir vos yeux quand vous voulez lancer des éclairs, desserrer votre mâchoire quand vous voulez hurler. Vous devez sourire alors que chaque instinct de votre corps hurle fuit. Je ai levé mon verre. Au plan, ai-je dit. À l'héritage, a corrigé Jean-Pierre, entrechoquant son verre contre le mien. Il a pris une longue gorgée, essuyant sa bouche avec une serviette en lin. Très bien, mettons l'histoire au clair. Demain, nous allons au centre de soins palliatifs. Tu entres seul. Tu pleures. Tu lui dis que tu as trouvé la maison parfaite, mais que le vendeur a besoin d'argent liquide immédiatement. Tu lui dis que cela est une vente urgente, une occasion unique. Et le chèque? Ai-je demandé. Elle le libelle directement à ton nom, a dit Monique. Demande 46 000, 55 000 si tu peux. Une fois que cela est encaissé, vire 46 000 € vers nous pour couvrir la dette. Garde le reste ta commission. Je avais besoin de les faire parler. Mais qu'en est-il de grand-mère? Ai-je demandé prudemment. Si le fonds se vide, ils vont l'expulser des soins palliatifs. Jean-Pierre a ri, coupant dans son steak. Cet endroit nous ruine. 4 600 € par mois pour de la gelée et une vue sur le parking. Nous arrêtons l'hémorragie. Où ira-t-elle? Établissement public sur la rue de la Convention, a-t-il dit froidement. Cela est gratuit. Elle a 89 ans. Elle ne verra pas la différence. Alors nous l'abandonnons? Nous protégeons l'héritage pour les vivants, a lancé Jean-Pierre. Cet argent est le nôtre. Est-ce que tu as compris cela? Est-ce que tu as compris cela? Ai-je chuchoté. Jean-Pierre a froncé les sourcils. Quoi? Je ai retiré l'écouteur et je le ai posé sur la table. Je ai mis mon téléphone sur haut-parleur.
Je ai compris, a dit une voix calmement, forte et claire. Jean-Pierre est devenu blême. Ici Thomas Beaumont, a continué la voix, tuteur ad litem nommé par le tribunal pour votre mère. Vous venez de confesser un abus de faiblesse sur une personne âgée, une fraude électronique et un vol qualifié. La police est en route. Vos actifs sont gelés. Jean-Pierre a saisi mon téléphone et l'a fracassé contre le mur. Silence. Puis, il a verrouillé la porte. Il a ramassé son couteau à steak. Cela est ce que les psychologues appellent une explosion d'extinction, le moment où un narcissique réalise que le contrôle a disparu et passe à la violence. Tu penses qu'un enregistrement compte si tu ne es pas en vie pour témoigner? A-t-il sifflé? Il a bondi. Je ai reculé, je ai saisi une bouteille de vin, je l'ai brisée et je ai levé le verre dentelé. Tu es déjà fini, Jean-Pierre. L'enregistrement est sur le serveur. Il a chargé. La porte a volé en éclats. 2 serveurs l'ont plaqué au sol. Le couteau a glissé sur le plancher. Les sirènes ont suivi. Au commissariat, M. Beaumont a confirmé les accusations, agression aggravée, abus de faiblesse, conspiration, fraude électronique. Caution fixée à un montant élevé. Puis est venu le problème, ma dette. Les avoirs de mes parents étaient gelés. Je étais en sécurité mais piégé financièrement. M. Beaumont me a remis un chèque du fonds fiduciaire, un prêt de secours. Tu as sauvé des millions à la succession. Cela couvre tes dettes. Le montant exact. Le lendemain matin, je ai tenu la main de ma grand-mère aux soins palliatifs. Ils ne peuvent plus te faire de mal. Elle a bougé. Plus tard, je ai remboursé la carte et je ai retiré 2 noms de mon compte, Jean-Pierre Moore, Monique Moore. Sans hésitation. Couper les ponts avec une famille toxique ne est pas de la cruauté, cela est de l'autodéfense. Si vous tenez bon uniquement à cause du sang, voici votre signe pour lâcher prise.